commencer. Alors, je crois qu'il y a quelques personnes dans le hall encore qui vont nous rejoindre. Il y a toujours les petites vicissitudes d'encombrement aux entrées de Marseille. Il est sorti aussi le soir d'ailleurs. Mais ça va se remplir. Et je remercie déjà toutes les personnes qui sont ici présentes. Au nom de la délégation régionale de l'Association des paralysés de France, l'APF, je vous souhaite la bienvenue pour ces tout premiers états régionaux de l'inclusion en région PACA, initiative qui se multiplie par ailleurs dans d'autres régions qui se sont déjà parfois déroulées tout au long de cette année. Avec le thème choisi, comme vous le savez tous, comment penser la dépendance et penser surtout l'indépendance, avec différentes thématiques, enfin des tables rondes. Alors, il n'y a pas de table ronde ici dans l'hémicycle, mais sur le concept de réflexion qui vont rythmer toute notre journée. La question, bien sûr, très importante, vous le savez, de la santé, la question des aidants et tous les enjeux du logement dans le cadre d'une société donc inclusive. Nous y reviendrons dans le détail tout à l'heure. Au nom aussi de l'APF, je voulais remercier le président Vauzel et toute son équipe pour son accueil ici dans ce lieu symbolique, pour faciliter donc nos travaux tout au long de la journée. Un accueil naturel, je le sais, compte tenu des politiques publiques développées par sa majorité, tournées souvent sur les politiques de solidarité. Je tenais à excuser Michel Vauzel qui n'est pas là parmi nous. Il est représenté par Ladislas Polski, qui est le conseiller régional délégué au développement économique des entreprises et aux maisons régionales de santé. Merci et je vous passe la parole pour quelques mots d'introduction. Bien, merci beaucoup. Le micro est un peu fort, je crois. En m'excusant moi aussi d'arriver un peu tard, parce que je suis un élu des Alpes-Maritimes et donc effectivement, comme vous l'avez dit, la circulation dans notre région est parfois assez chaotique, notamment le lundi matin. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les responsables, les membres des associations, je voulais vous dire que c'est pour moi un grand plaisir de représenter le Président Vauzel, de vous accueillir dans cet hémicycle régional qui est un lieu d'exercice de la démocratie régionale et qui a vocation à accueillir des initiatives comme les vôtres qui font progresser l'exigence démocratique dans notre région. Donc ces états généraux de l'inclusion, si j'ai bien compris, c'est la première édition dans notre région. Et ce concept d'inclusion, c'est un concept intéressant et qui finalement met en évidence la difficulté qu'il y a à concilier à la fois l'universalisme républicain, qui consiste à traiter tout le monde à égalité, et d'autre part la nécessaire prise en compte des différences. Non pas des différences culturelles, mais des différences subies que peuvent être les différentes sortes de handicap. Et pour inclure dans la société ceux qui portent ces différences, l'effort doit être plus grand, parce que la simple non-discrimination ne suffit pas. Il faut davantage d'efforts. Il faut que la société aille vers ceux qui portent ces différences. La protection, d'une certaine manière, si elle est nécessaire, elle est insuffisante. C'est le sens pourtant de notre modèle social français, héritier du Conseil national de la résistance et basé sur ce principe très simple qui est que chacun participe selon ses possibilités et bénéficie selon ses besoins. Et pourtant, ces principes fondateurs, ils nécessitent de se battre au quotidien et vous le faites, chacun à votre place, pour les faire respecter. Parce que la volonté d'inclusion
Elle ne doit pas être à géométrie variable en fonction de la bonne volonté de telle ou telle administration, de tel ou tel directeur académique, par exemple pour la scolarisation en milieu ordinaire. L'exclusion, excusez-moi le lapsus, mais justement la définition positive de l'inclusion en miroir par rapport à l'exclusion que nous devons refuser, elle est intéressante parce que finalement c'est la volonté quotidienne des pouvoirs publics qui doit permettre l'inclusion. Et l'inclusion, même si c'est un concept assez récent, en tout cas formulé de façon assez récente, il me semble que c'est un concept profondément républicain, profondément imprégné des fondamentaux qui alimentent notre République et notre nation depuis 2 siècles. Alors, la volonté d'inclusion, elle doit s'appliquer sur tous les terrains de l'inclusion, ceux que vous définissez, l'éducation bien sûr, l'emploi, la vie de la cité, la solidarité, le vieillissement. Et parmi les différents thèmes que vous avez choisis, notamment pour vos tables rondes, il en est un pour moi qui m'est cher, c'est celui de la santé. Ce sera celui d'une des tables rondes de tout à l'heure. Et c'est un domaine dans lequel la région, au-delà de ses compétences obligatoires, a choisi de s'impliquer fortement, notamment par ses maisons régionales de santé. Il se trouve que dans cette nouvelle mandature, enfin dans la mandature actuelle qui a commencé en 2010, nous avons fait le choix, autour du président Vauzel, de porter comme fondamentale absolue la défense du modèle républicain. Et nous avions constaté que s'il est un domaine, et je le dis en saluant M. Culling, qui représente l'Agence régionale de santé, institution avec laquelle nous avons travaillé sur ce projet, nous avions constaté que s'il est un domaine où le pacte républicain est blessé, c'est celui de la santé. Progression du renoncement aux soins pour raisons financières, progression des inégalités d'accès aux soins, qu'elles soient sociales au sens large ou géographiques. Et nous considérions que nous ne pouvions pas axer notre programme sur la défense du modèle républicain en ne nous intéressant pas à la question de la santé, même si la santé n'est pas une compétence des conseils régionaux. Et donc nous avons mis en place un dispositif, les maisons régionales de santé, qui, au-delà de la préoccupation de l'offre de soins, qui est évidemment le cœur du dispositif, offre de soins maintenue, renforcée sur l'ensemble du territoire régional, rural et alpin, aussi bien qu'urbain, au-delà de l'offre de soins, il fallait s'intéresser à tout ce qui est autour du soin, et notamment tout ce qui est de l'ordre du médico-social, du médico-socio-psychologique, de l'éducation à la santé, de la prévention. Et nous avons aujourd'hui réussi à implanter, en lien d'ailleurs avec un très grand nombre de partenaires, l'Agence régionale de santé que j'ai citée, mais aussi les collectivités, nos centres ressources, le comité régional d'éducation à la santé, l'Observatoire régional de la santé, le CISS, le comité interassociatif sur la santé, dont j'ai vu tout à l'heure le représentant régional, M. Le Carpentier. Donc nous avons réussi à implanter ce dispositif assez largement sur le territoire régional. Mais au-delà de la santé, nous considérons que notre responsabilité de conseil régional, elle va plus loin que ce que la loi attribue comme simple compétence obligatoire aux conseils régionaux. Et c'est la raison pour laquelle nous menons aussi, depuis plusieurs années, des politiques en direction des personnes porteuses de handicap, que ce soit par le financement d'établissements d'accueil, d'hébergement, de dispositifs, d'associations. Ce n'est pas le lieu pour vous faire un catalogue de l'action régionale. En tous les cas, je voulais vous dire à nouveau qu'au nom du président Vauzel, je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle. Je vous souhaite des débats constructifs qui ont vocation à alimenter notre réflexion. J'étais tout à l'heure, au moment où, monsieur, vous êtes venu me chercher pour qu'on rentre dans l'hémicycle, en discussion avec le directeur général des services de notre collectivité. Nous sommes en discussion budgétaire actuellement. Il s'agit de boucler le budget de notre collectivité. Et malgré les difficultés budgétaires,
malgré le contexte financier difficile qui est celui de l'ensemble des collectivités comme il est celui de la nation, eh bien, le président Vauzel souhaite continuer son action en direction du secteur de la solidarité, qui, encore une fois, ne fait pas partie des attributions des conseils régionaux, mais qui est pour nous un objectif éthique et républicain fondamental. Donc merci d'être là, et puis bon débat. Merci à Monsieur Polski pour ces quelques mots d'introduction et surtout le rappel d'engagement de votre majorité autour du président Vauzel. Je voulais rappeler que cette démarche, ces États régionaux de l'inclusion initiés par l'APF, PACA, n'avait pas vocation à répondre à tout dans le détail. Il y a des thématiques qui ont été définies. L'enjeu est de faire avancer ce concept d'inclusion dans les faits, au plus près de votre territoire, par la richesse des différents intervenants qui contribueront à éclairer un peu les enjeux, les constats, mais aussi par rapport à la richesse des interventions, puisque la salle aura tout à l'heure et à différentes étapes de la journée la parole pour apporter sa contribution. Simplement, je ne pouvais pas commencer cette journée aussi sans penser à quelqu'un qui nous manque beaucoup, de façon du point de vue de son engagement, mais aussi pour l'être humain qu'il était, récemment disparu, tragiquement disparu. Je voulais parler, et c'est un nom qui va parler à beaucoup de personnes ici, et pas seulement à l'APF, de Jean-Marie Barbier, qui a été président de cette puissante association pendant quelques 6 années, jusqu'au printemps 2013, où il a demandé à être déchargé de son mandat national pour des raisons de santé, et qui est décédé il y a maintenant juste quelques semaines. Au travers de la charte de l'association, au travers du projet de cette association, défini notamment lors du congrès de Bordeaux, intitulé « Bouger les lignes », les valeurs de l'inclusion étaient au cœur de cette démarche, et avec tous les adhérents, bien sûr, mais c'est quelque chose auquel Jean-Marie Barbier était très sensible. Donc un petit message, un petit clin d'œil à son égard aujourd'hui me paraissait normal pour le militant qu'il était et pour toutes les valeurs humaines qu'il développait. Merci Jean-Marie. Raison de plus pour mener à bien tous nos travaux aujourd'hui. Je voulais excuser Norbert Nabé, qui est le directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé PACA, qui a été pris par ses obligations en dernière minute, mais l'ARS est bien présente dans cette journée avec son représentant. Là aussi, pour expliquer bien la démarche, un rappel en quelques mots. L'APF a souhaité donc initier ces États régionaux, mais a voulu dès le début partager le contenu associé avec différentes associations, organismes, notamment il y a, sans les citer tous, l'UDAF, les CISS dont M. Polski parlait, je crois les petits frères des pauvres, voilà, au travers d'un comité de pilotage qui portait sur la définition du contenu de cette journée. Je les en remercie également au nom de l'APF. Je passe la parole maintenant, avant d'expliquer comment se dérouleront les choses, à Karen Darnaud, qui est vice-présidente du conseil d'administration de Marilyn Hanot, vice-présidente du conseil d'administration de l'APF PACA.
Non, représentante du Conseil et de également région APF. avec Karen Darnaud, qui est vice-présidente nationale du conseil d'administration de l'APF. Les choses sont remises dans leur ordre. Parfaitement, merci. Bonjour à tous, monsieur le conseiller régional, mesdames, messieurs. J'ai le plaisir aujourd'hui, au nom du conseil APF de région, d'ouvrir avec vous les premiers états régionaux de l'inclusion de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Penser l'inclusion, c'est penser une société ouverte et à la portée de tous. Une société qui s'adapte à tous ses citoyens. L'Association des paralysés de France s'est saisie de cette question en publiant son plaidoyer « Construire une société ouverte à tous », puis en réaffirmant ses engagements dans son projet associatif « Bouger les lignes pour une société inclusive ». Je souhaite souligner dès à présent le soutien du Conseil régional dans ce projet, votre accueil et votre présence à nos côtés aujourd'hui, Monsieur Polski. Au nom de Monsieur Vauzel, président du Conseil régional, est pour nous un signe fort de votre engagement pour que l'inclusion progresse dans notre région. Depuis plusieurs mois, un comité de pilotage travaille à la construction de cette journée. De nombreux partenaires se sont associés à cette réflexion au fur et à mesure du temps. Ces premiers États régionaux, nous l'espérons, vont mettre en route une dynamique importante avec des rendez-vous et des étapes, où nous pourrons ensemble faire des constats et prendre des engagements. Ces manifestations ont pour objectif d'initier une nouvelle façon de penser la société, le vivre ensemble, faire progresser l'inclusion sur la région pour améliorer le quotidien des personnes. Je passe la parole à Madame Darnaud. C'est bon, vous m'entendez ou pas? Oui, il faut que je me... Ouais, ça va comme ça. Voilà. Notre sujet d'aujourd'hui, alors comment penser la dépendance, penser l'indépendance? Ça, c'était un peu dur à dire parce qu'en plus, il n'y a que la lettre qui change. Nous a semblé prioritaire pour ce sujet que notre région, à travers ses particularités, ses diversités, la question autour de la santé, des aidants, du logement, vont rythmer toute notre journée d'échange et de réflexion. Avec ces premiers états généraux, nous souhaitons mettre en place des parcours, des projets, des partenaires, des innovations pour montrer que cela est possible et qu'on peut les améliorer. L'essentiel est donc que chacun prenne sa part de responsabilité et d'action afin de permettre une meilleure participation sociale des personnes. La réalité de l'inclusion des personnes s'inscrit sur un territoire de proximité. La spécificité, la complexité de cette question nécessite aujourd'hui une action de concertation avec tous les acteurs. Excusez-moi, je reprends mon souffle. De la région qui souhaitent œuvrer en faveur de l'inclusion des personnes, les associations, nos départements, les partenaires économiques, les entreprises, les services à la personne et bien sûr nos élus, les partenaires institutionnels. Nous espérons que chacun pourra s'exprimer librement sa vision de l'avenir sur ces problématiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée d'échange fructueux. Merci et merci mesdames pour cette introduction sur le fond des débats qui vont nous animer toute la journée. Il a bien été déjà énoncé que ce concept d'inclusion est bien porteur d'une vision progressiste pour toute la société et tous ses citoyens. Je voudrais appeler maintenant à la tribune Bénédicte Caille, qui est conseillère nationale éducation famille pour l'APF, et demander également, pour permettre de ne pas perdre de temps tout à l'heure, à Michel Delage également de monter à la tribune.
avant de passer la parole à Bénédicte Caille, justement, j'avais promis d'expliquer un petit peu comment allaient se dérouler les travaux. À différents moments, il y aura des possibilités d'intervention et de réaction, de témoignages de la salle. Nous sommes assez contraints au respect des horaires. Je vous demande d'en tenir compte, à la fois pour la partie très importante de la journée, la restauration, et également l'heure de clôture ce soir fixée à 17h. Donc sur la réaction dans la salle, vous avez tous des micros. Vous me ferez signe tout au long de la journée pour vous passer la parole. Et également 2 micros HF en fond de salle qui sont à disposition. Là aussi, vous faites signe pour intervenir quand vous le souhaitez. Donc la parole à Bénédicte Caille, donc, qui est responsable national de l'APF aux questions d'éducation et de famille, pour développer justement, dès qu'elle aura le micro, ce concept de société inclusive, une façon d'ouvrir réellement les travaux de cette journée. Alors, la parole à la tribune, s'il vous plaît. Bénédicte Caille. Oui, bonjour. Donc c'est Bénédicte Caille, conseillère nationale éducation famille. Alors vous me direz pourquoi une conseillère nationale éducation pour présenter la notion d'inclusion. Vous allez le voir au fur et à mesure de l'exposé. En fait, c'est parce que la notion d'inclusion en France a avant tout été portée en premier lieu par tout ce qui concernait l'éducation. Donc je vais essayer de vous présenter effectivement rapidement cette notion d'inclusion, société inclusive, l'inclusion sociale, qui sont des termes qui sont de plus en plus utilisés dans les médias, par les politiques, et donc dans le milieu associatif. L'APF en est un bon représentant à ce niveau-là. Et je vais donc essayer de resituer un peu dans le contexte et d'expliquer, notamment en essayant de distinguer en fait la notion d'inclusion de celle d'intégration, et de faire comprendre en fait la pertinence également de substituer le terme d'inclusion à celui d'intégration. Donc le terme en fait d'inclusion ou inclusion sociale, parce qu'en premier lieu on a parlé d'inclusion sociale, c'est une notion qui a été importée en France. C'est pas du tout une notion hexagonale. C'est une notion qui est d'origine anglaise en fait et qui a été reprise et développée par les organismes internationaux pour faire le contrepoint à la notion d'exclusion, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure. Donc en fait, c'est la Commission européenne qui a défini la notion d'inclusion sociale comme un processus, et c'est important cette idée de processus, on n'y va pas y aller du jour au lendemain. Donc c'est un processus qui garantit que les personnes en danger de pauvreté et d'exclusion obtiennent les possibilités et les ressources nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale, culturelle, et qu'elles jouissent d'un niveau de vie et de bien-être considéré comme normal pour les sociétés dans lesquelles elles vivent. L'inclusion sociale leur garantit une meilleure participation au processus de prise de décision qui affecte leur vie et un meilleur accès à leurs droits fondamentaux. Donc c'est vraiment un principe qui a été posé dans la stratégie de Lisbonne et qui du coup s'impose en fait aux États européens. Alors elle s'impose d'autant plus en fait qu'elle repose, diapo suivante, c'est ça. Elle repose en fait sur le traité d'Amsterdam, qui est un traité particulièrement important au niveau européen, parce que c'est le traité qui a permis de modifier le traité de l'Union européenne, qui va être ensuite à l'origine d'un certain nombre de directives, d'un certain nombre de textes législatifs, et qui va permettre toute une évolution, parce qu'il permet à l'Union européenne de se saisir de la notion de discrimination, et de pouvoir effectivement ensuite produire des textes par rapport à cette notion de discrimination. Donc, voilà, donc ça donne compétence à l'Union européenne pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc à partir de là,
il va pouvoir y avoir un certain nombre d'applications. Et en ce qui concerne le champ du handicap, ça a pu essaimer dans le champ du handicap parce que parallèlement à tous ces textes, il y a eu une évolution aussi du regard porté sur le handicap et sur la façon de considérer le handicap et de le définir. Donc c'est la diapo suivante. C'est en fait l'évolution qu'on peut voir entre ce qu'on peut appeler un modèle médical du handicap et ce qu'on appelle un modèle social. Alors, pour illustrer cette évolution de façon la plus claire possible, on peut prendre l'exemple d'une personne qui est en fauteuil roulant, qui arrive devant un bureau de vote, et devant ce bureau de vote, eh ben, il y a 3 marches. C'est quand même encore une situation qui arrive, hélas, assez couramment. Et après, selon la façon dont on considère les choses, on va être dans une vision du handicap complètement différente. Donc si on considère au niveau de que la personne, simplement, effectivement, la personne est paralysée, constat, elle ne peut pas monter, elle ne peut pas aller voter, elle est paralysée. Là, on est effectivement dans un modèle médical qui impute la faute, quelque part, à la personne. Si on dit effectivement elle ne peut pas aller voter parce qu'elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas descendre de son fauteuil et franchir les 3 marches, on est également dans un modèle médical, mais on est dans un modèle fonctionnel et on va être du coup dans tout un processus de réadaptation en fait fonctionnelle de la personne. Si on considère par contre que il y a une barrière architecturale, il faut modifier l'environnement pour que la personne puisse aller. Voilà, là on passe effectivement à un modèle social, un modèle environnemental, où c'est plus à la personne de se réadapter, c'est plus quelque part le handicap qu'il faut rééduquer, c'est l'environnement qu'il faut modifier. Donc on voit bien qu'effectivement le fait de ne pas pouvoir aller voter ne repose plus sur les incapacités de la personne, mais sur le côté inaccessible de l'environnement. Donc on bascule complètement dans un autre modèle. Et on bascule encore plus quand on est après effectivement à se dire, au-delà de la question de l'environnement, c'est une discrimination que subit la personne. Je veux dire, elle ne peut pas aller voter, d'autres peuvent le faire. Donc on a à travailler là, on est dans un modèle social et on est dans un modèle aussi du coup de droits de l'homme. Donc on voit bien l'évolution à ce niveau-là. Et cette évolution, on la voit également aussi dans la loi. La loi de 2005, donc c'est la diapo suivante, la loi de 2005, en fait, est déjà une évolution par rapport à la façon de considérer le handicap, mais parce qu'elle introduit, en fait, dans la notion de handicap, la question de l'environnement, mais en même temps, on voit bien que la limitation d'activité, en fait, elle est liée à une altération. Donc on est bien encore on fait peser la responsabilité du changement sur la personne. On est quand même encore sur effectivement, il faut que la personne puisse être réadaptée, etc., pour pouvoir participer pleinement à la vie sociale. On ne l'a plus du tout, cette vision-là, juste appuyer une fois, je pense, voilà, dans la définition, en fait, de la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui là pose bien tout un changement de perspective, puisque le handicap ne va plus être réduit à des incapacités, mais vraiment à une interaction. Donc ça ne repose plus sur la personne, le handicap est constitué par une interaction, et donc la responsabilité revient à l'environnement physico-social. Donc quelque part, du coup, c'est bien à toute la société que revient la responsabilité de permettre aux personnes en situation de handicap de réduire les obstacles. Enfin, la société doit réduire les obstacles pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer pleinement à la société. Donc voilà, pour situer un tout petit peu, en France, en fait, donc cette notion est arrivée par le biais de l'éducation. Là encore, c'est imposé en fait de l'Angleterre avec le concept anglais de inclusive education. C'est un terme également qui renvoie aux recommandations internationales, notamment la déclaration de Salamandre, qui, en 1994, a permis qu'on ne parle plus d'intégration dans l'école, mais qu'on parle
d'école inclusive. Et plus récemment encore, la Convention internationale des Nations Unies, donc quand je vous ai montré tout à l'heure la définition qu'elle permettait de donner des personnes handicapées, donc savoir que cette convention elle a été ratifiée par la France en 2010, donc de toute façon elle s'impose maintenant petit à petit dans les textes français. Donc elle pose dans son article 24 et elle préconise en fait un enseignement primaire inclusif de qualité et gratuit pour les personnes handicapées. Donc, schématiquement, comment est-ce qu'on peut différencier les différentes étapes de progression d'une école entre ségrégation, intégration et inclusion? Je vais essayer de le faire voilà, par des 3 petits schémas très simples. Donc, la ségrégation, vous le voyez là, alors c'est un collègue anglais qui m'a permis de reprendre ces petits schémas, donc c'est écrit en anglais. Mais quelque part, voilà, la ségrégation, c'est d'un côté, vous avez des chevilles carrées qui ne peuvent rentrer que dans des trous carrés. De l'autre côté, vous avez des chevilles rondes qui peuvent rentrer dans des trous ronds. Et bien évidemment, vous comprendrez que les carrés ne peuvent pas rentrer dans les ronds et les ronds ne peuvent pas rentrer dans les carrés. Donc, on a d'un côté les élèves en situation de handicap, de l'autre côté les élèves sans situation de handicap et chacun est dans son type d'école. Donc, c'est le temps de la ségrégation et des écoles spécialisées. Deuxième étape, l'éducation intégrative, l'intégration scolaire. Là, on va demander en fait aux élèves carrés, les élèves en situation de handicap, c'est eux qui vont devoir rogner leurs bords, ils vont devoir s'arrondir les angles, de façon effectivement à pouvoir rentrer dans les trous ronds. Donc on demande à l'élève en situation de handicap de s'adapter de façon effectivement à pouvoir rentrer dans un système scolaire qui va l'intégrer lui-même sans s'adapter beaucoup. Donc là effectivement on est dans l'intégration. Le troisième modèle qui est celui vers lequel on essaye de tendre, moi je ne dirais pas que nous sommes arrivés au bout de nos peines à ce niveau-là. Donc c'est bien évidemment voilà, celui de l'inclusion. Et là, on le voit, c'est un modèle qui, dès le départ, est pensé pour permettre, pas simplement à des ronds et des carrés d'ailleurs, à permettre à toutes sortes de formes, en fait, de pouvoir effectivement participer au système. Donc le modèle d'inclusion à ce niveau-là, c'est un modèle qui, dès le départ, tient compte des différences, s'adapte par rapport aux différences et va produire des réponses différenciées par rapport aux besoins des élèves. Donc voilà pour expliquer rapidement. Oui, tu peux passer. Oui. Voilà, donc c'est effectivement donc, une définition aussi de l'école inclusive donc, posée par l'UNESCO. Et vous voyez, on reprend en fait, on retrouve dans la définition de l'école inclusive cette même idée d'un processus. Donc c'est un processus qui vise à tenir compte de la diversité des besoins de tous les apprenants et à y répondre par une participation croissante à l'apprentissage, aux cultures et aux collectivités, et à réduire l'exclusion qui se manifeste dans l'éducation. Elle suppose la transformation et la modification des contenus, des approches, des structures et des stratégies, avec une vision commune qui englobe tous les enfants de la tranche d'âge concernée, et la conviction qu'il est de la responsabilité du système éducatif général d'éduquer tous les enfants. Donc c'est vraiment un principe qui a été repris, est en cours d'être repris, est en cours de modifier des choses au niveau même du système éducatif français, puisqu'on vient quand même de voir apparaître avec la nouvelle loi de refondation de l'école, donc c'est la diapo suivante. Voilà, donc la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école, donc loi toute récente, publiée en juillet 2013, reprend en fait cette idée, c'est la première fois quand même que c'est posé comme ça dans une loi française, donc reprend cette idée et elle le pose au niveau des principes fondamentaux du Code de l'éducation. Donc c'est intéressant parce que les principes fondamentaux, c'est ce qui va régir ensuite toute la suite du Code de l'éducation. Donc ça c'est censé s'imposer après à l'ensemble des articles du Code. Donc ce principe, c'est bien que le service public de l'éducation reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune distinction.
Donc le principe est bien posé et c'est bien sans aucune distinction. Tout comme la notion d'inclusion sociale, on va bien au-delà, là, dans l'idée d'inclusion, à la question de l'inclusion des personnes en situation de handicap. On est sur l'inclusion sociale et l'inclusion aussi des personnes en situation de pauvreté, en situation, ce qu'on appelle de handicap social, etc. Donc c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui concerne effectivement l'éducation, mais l'éducation, on dit que c'est la base de tout, c'est comme là où on forme les citoyens de demain. Reste bien évidemment, c'est un beau principe, hein, donc reste bien évidemment à le mettre en œuvre, et ça je pense qu'il y a encore du travail par rapport à ça. Voilà, je vais bientôt m'arrêter, je vais juste finir avec une définition en fait de Michel Chauvière, qui dit que l'inclusion, c'est l'affirmation des droits de toute personne à accéder aux diverses institutions communes, quelles que soient leurs éventuelles particularités. Donc ça pose bien effectivement le principe au niveau de l'ensemble de la société. Alors, pour effectivement aller vers une société inclusive, parce que moi j'ai tendance à dire, voilà, il faut aller vers une société inclusive, on n'y est pas encore, et je pense qu'en termes d'acteurs associatifs, on a tous à œuvrer dans ce sens-là, et en termes de citoyens également, ça concerne tout le monde. Donc c'est une manière de penser, c'est une manière de vivre qui va réclamer la participation active de tous. Ça implique une évolution aussi dans la fourniture des services et de prestations. Ça implique d'essayer de répondre effectivement davantage dans la proximité. Ça implique ce gros mot que vous avez certainement déjà entendu de désinstitutionnalisation, qui, je le précise tout de suite, quand on entend beaucoup ce gros mot, puis on entend beaucoup de contresens aussi par rapport à ce gros mot, quand on lit la recommandation du Conseil des ministres européens sur cette question des désinstitutionnalisation, il ne s'agit pas de fermer les établissements, hein, il s'agit de penser les choses autrement, il s'agit de répondre dans la proximité, il s'agit de penser des plus petites structures peut-être, en tous les cas d'être effectivement dans les réponses aux besoins et dans l'adaptation des réponses aux besoins des personnes le plus en proximité possible. Bien évidemment, il y aura toujours des besoins également qui se situent à des niveaux différents. Ça implique également, et c'est important, hein, pour aller vers une société inclusive, il ne faudra pas non plus sous-estimer l'étape en fait de la participation des personnes handicapées et des personnes en nécessité d'inclusion sociale de façon générale en fait, à leur participation dans les phases décisionnelles. C'est le principe du jamais rien pour nous sans nous, et ça nécessite aussi, encore un joli mot qu'on voit apparaître de plus en plus en France, cette notion d'empowerment, qui est aussi, moi je traduirais en français par une mise en capacité. Donc ce besoin effectivement d'accompagner aussi les personnes, de permettre aux personnes de participer pleinement en les accompagnant, en les soutenant, en leur donnant les éléments nécessaires si besoin, de façon à leur permettre une pleine participation sociale au niveau de la société. Voilà, je m'arrêterai là sur ma présentation de la notion d'inclusion. Et je répondrai à vos questions plus tard. Merci Bénédicte Caille. Vous avez déjà bien avancé sur la définition précise de cette société inclusive dont vous avez fait toucher du doigt tous les enjeux et tout le travail qui reste à faire, et qu'il s'agit bien d'une avancée pas à pas vers des progrès de toute la société qui concernent tous les citoyens, quelle que soit leur singularité. Juste pour signaler que M. Polski, la région, a dû nous quitter, à son fauteuil, non pas institutionnel, mais à sa place pour assurer la présidence de séance, Madame Darnaud, bien sûr. Sur cette première introduction, rapidement, puisqu'on aura du temps tout au long de la journée, s'il y a première réaction par rapport au discours d'introduction sur cette thématique de Madame Caille, il y a la possibilité, ou alors on passe directement ensuite. Écoutez, nous aurons l'occasion de vous donner la parole, bien entendu, quand vous le souhaitez, il n'y a aucun souci. J'accueille bien sûr sous vos applaudissements Michel Delage à présent.
Je ne vous voyais pas, vous étiez caché. Michel Delage qui va développer le concept très important dans le cadre de nos travaux, ce concept de résilience, en quelque sorte, bon, il le dira mieux que moi, de conception de renaître en quelque sorte, de dépasser sa souffrance. Michel Delage, qui est professeur de psychiatrie, est thérapeute familial et qui assure des consultations de thérapie familiale pour l'association Vivre en famille, tout près de chez nous, à la Seyne-sur-Mer, ainsi qu'à l'hôpital Sainte-Anne à Toulon. Je rappelle que c'est un concept, le concept de résilience, qui a été en quelque sorte développé, vulgarisé par Boris Cyrulnik, psychanalyste, et bien connu, et au-delà d'ailleurs, très au-delà, bien connu dans le Var, dans notre département voisin. Michel Delage, à vous la parole pour développer cette idée et apporter les précisions sur ce concept de résilience. Merci de me donner la parole et donc d'avoir l'occasion de vous parler un petit peu de cette notion qui est victime de son succès médiatique et l'occasion de beaucoup de malentendus. D'ailleurs, je pense que l'idée d'inclusion est susceptible, elle aussi, de donner lieu à beaucoup de malentendus. Je ne vais pas me lancer dans un débat sur ce terme de l'inclusion, mais c'est pas pour rien qu'il nous vient des anglo-saxons, et les anglo-saxons n'ont pas tout à fait les mêmes manières que nous de voir les choses. De ce point de vue-là, leur mode on va dire, d'inclusion de populations étrangères sous forme de communautés, par exemple, ne correspond pas à notre façon, à nous, républicains laïcs, de considérer les choses. Donc, ça pourrait donner lieu à beaucoup de débats. L'inclusion, en géologie, c'est un corps étranger dans la roche. Ça reste un corps étranger. En biologie, c'est également quelque chose qui est inclus dans la cellule, mais ne fait pas partie de la matière vivante. Et donc, c'est une belle idée, l'inclusion. C'est vrai que ça doit permettre sans doute à notre société de beaucoup travailler pour qu'une place, effectivement, soit donnée aux personnes porteuses d'un handicap, mais ça peut conduire, malgré tout, à certains malentendus si toutes les réalisations sociales, éducatives, ne sont pas accompagnées de réflexion et d'un changement dans l'état d'esprit. De ce point de vue-là, d'ailleurs, le premier changement auquel nous avons à réfléchir, c'est de bannir, à mon sens, le terme de personnes handicapées. Il s'agit de personnes porteuses d'un handicap. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas identifiées par leur handicap. Alors, déjà, c'est peut-être une nuance sémantique, mais déjà, efforçons-nous de parler de personnes porteuses d'un handicap, ce qui est déjà tout à fait différent que de les désigner comme handicapés, comme si c'était désormais leur identité. Et donc, à propos de malentendus, eh bien, j'en arrive à la résilience, puisqu'on met un petit peu aujourd'hui tout et n'importe quoi derrière ce terme. Alors, je vous rappelle la définition de Boris Cyrulnik, processus biologique, alors processus là aussi, comme tout à l'heure à propos de l'inclusion, processus biologique, psycho-affectif, social et culturel qui permet un néo-développement après un traumatisme psychique. Alors, il y a plusieurs points importants dans cette définition. D'abord, de considérer que la résilience est un phénomène, comme on dit, systémique, c'est-à-dire qui associe une multiplicité de facteurs,
mais surtout de facteurs qui sont susceptibles de se mettre en place après un trauma psychique. Alors, là encore, nos différences avec les anglo-saxons. Les anglo-saxons parlent de stress. Le stress, ça suppose des mécanismes d'adaptation. Et n'importe quoi peut être source de stress. Le fait de venir ce matin avec les embarras de la circulation peut constituer, et a constitué pour moi, un facteur de stress. Pour autant, je n'ai pas été traumatisé. Donc, nous préférons, en France, établir clairement une distinction entre ce qui relève du stress et ce qui relève du traumatisme. Au sens strict, le traumatisme, c'est la confrontation brutale et imprévisible avec le réel de la mort. Confrontation qui, en somme, produit un court-circuit, si vous voulez, dans les processus de pensée. On est confronté à quelque chose qui nous submerge et qui a des images, essentiellement, qui viennent faire irruption, qui s'incrustent malgré nous dans notre psychisme et que nous ne parvenons pas à traiter par la pensée. Ça, c'est le traumatisme. Alors, bien sûr, il y a d'autres situations qui peuvent conduire à ce type de traumatisme que la confrontation brutale avec le réel de la mort. C'est notamment lorsqu'un enfant est soumis durablement et de façon répétée à des situations de maltraitance, à des conditions adverses d'existence, et que de cette façon, son développement psychique est entravé, si vous voulez. Et puis alors, il y a d'autres situations, j'ai envie de dire, qui sont à la charnière entre le stress et le traumatisme, parce que ces situations-là, elles provoquent une rupture dans l'existence, une rupture dans le sentiment de continuité de soi-même, de sorte que la vie ne pourra plus jamais être comme avant. Dans les conditions habituelles du stress, comme tout à l'heure je l'évoquais, nous disposons de stratégies qui nous permettent de rétablir l'équilibre et de retourner à un état de sérénité, d'adaptation convenable. Là, je parle de situations où, de toute façon, le retour à l'état antérieur n'est pas possible. C'est bien à ça que nous confronte par le handicap, qu'il soit physique ou mental du reste. Mais c'est à la fois un dommage physique, on va dire, ou psychique, qui fait que les choses ne seront plus comme avant, et c'est un dommage en même temps qui est susceptible d'avoir un retentissement véritablement traumatique, mais pas obligatoirement. Donc, si nous considérons les choses de cette façon, face à ce qui a fait rupture, si vous voulez, face à ce qui confronte désormais à un changement inéluctable, le processus de résilience, ça suppose que, malgré tout, une vie intéressante va pouvoir être possible. Ça suppose l'association dans le temps d'au moins 3 phénomènes, si vous voulez. D'abord, une résistance à l'effondrement psychique que peut comporter justement la confrontation à quelque chose de très dommageable. Ensuite, la mise en place de stratégies à visée adaptative, ce qui est déjà beaucoup plus qu'une simple résistance, mais surtout, et on ne peut pas parler de résilience sans le troisième point, mais surtout le troisième point, c'est les possibilités de créativité, de transformation psychique qui vont largement au-delà de l'adaptation et conduisent par conséquent, comme tout à l'heure je l'évoquais, à une vie malgré tout réussie. Donc là, ce qui compte à ce moment-là, tout particulièrement, c'est un travail d'élaboration, de mentalisation, c'est-à-dire de mise en mots, de mise en pensée des sentiments, des émotions, de la souffrance. Évidemment, il faut à ce moment-là pouvoir disposer de bonnes capacités de sublimation,
de bonne conservation de l'estime de soi, de bonnes possibilités de s'ouverture, de s'ouvrir aux relations sociales, de s'inscrire dans une temporalité fluide. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on est dans la mise en jeu de, on va dire, de qualité hors du commun? Non, pas du tout. Mais j'insiste bien sur cette idée que dans la résilience, il y a la souffrance et il y a la capacité, en somme, de faire quelque chose de sa vie malgré la souffrance, ou même d'utiliser la souffrance pour faire quelque chose de sa vie. C'est ça la résilience. Mais ça ne veut pas dire qu'on est invulnérable par conséquent, hein, et qu'on est robuste. Le terme anglais signifie ça, la robustesse, hein, le combat et la résistance. Non, la résilience, c'est plus autre chose que ça, parce que des personnes qui combattent et qui résistent peuvent ne pas être résilientes du tout et même faire beaucoup souffrir leur entourage. Donc, voilà juste quelques mots pour souligner ce que j'ai envie d'appeler le premier cercle de la résilience, c'est-à-dire celui qui concerne l'individu lui-même, ce qui se passe à son niveau, avec donc deux volets, si vous voulez, hein, le volet fonctionnel, qui est donc de développer corporellement le maximum de capacités encore permises par le handicap et d'utiliser des stratégies, des moyens de compensation et de suppléance des déficits, mais aussi et surtout le volet psychique, donc, hein, qui permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se réaliser, en somme, malgré et avec le handicap. Seulement, pour parvenir à ça, il ne faut pas être tout seul. Et c'est surtout ça, me semble-t-il, le principal enseignement de Boris Cyrulnik avec sa notion de tuteur de résilience. C'est-à-dire que pour mobiliser des ressources internes comme celles que j'ai évoquées il y a quelques instants, eh bien, il faut aux futurs résilients, pouvoir disposer de ressources externes, c'est-à-dire de pouvoir s'appuyer sur une des personnes ressources qui vont lui permettre effectivement de développer ses propres capacités. Donc, on est là dans, on va dire, l'utilisation, dans le bon sens du terme, hein, l'utilisation par la personne handicapée, porteuse d'un handicap, je reviens, excusez-moi, à ce que je disais en introduction, par la personne porteuse d'un handicap, l'utilisation de personnes, d'environnements qui constituent des bases de sécurité. Il y a 4 dimensions à ces bases de sécurité, à cette base de sécurité. Dimensions qui peuvent être travaillées, je dirais, au quotidien, à la fois dans l'environnement proche des personnes, avec leur famille, mais aussi qui valent pour toutes les institutions que cette personne est amenée à rencontrer, pour tous les professionnels avec lesquels cette personne peut avoir affaire. 4 dimensions, donc, je disais, premièrement, la communication, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir communiquer clairement, directement, simplement, avec toute l'information nécessaire, notamment celle qui tourne autour de la maladie dont la personne est victime. Deuxièmement, la liberté dans l'expression des sentiments, la possibilité de pouvoir librement, notamment avec ses proches, exprimer sa souffrance ou la taire, hein, et la possibilité que, ensemble, les uns les autres, on puisse échanger autour de ces sentiments. La troisième dimension, c'est la coopération et le partenariat corrigé quant au but. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a la capacité, ensemble, à plusieurs, de se fixer des buts, des objectifs qu'on va chercher ensemble à atteindre.
c'est-à-dire sans laisser la personne porteuse de handicap seule, sans non plus l'assister outre mesure et la surprotéger et l'infantiliser. Le quatrième élément, la quatrième dimension, c'est le bon équilibre entre la fermeture et l'ouverture, hein, c'est-à-dire la possibilité qu'on ne se referme pas sur sa souffrance, sur sa douleur, sur son handicap, aussi bien à titre individuel qu'au niveau d'un ensemble familial, que l'on puisse s'ouvrir, aller vers l'extérieur, aller vers les relations, aller vers les rencontres. Ça n'est possible que par l'existence de mains tendues, on va dire. Et là, évidemment, la qualité des attachements entre la personne qui est porteuse de handicap et son entourage est tout à fait essentielle. Il y a des façons d'être ensemble, des façons d'être attachés sur un mode anxieux, hyper anxieux. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose c'est un risque qui n'est pas rare lorsque survient justement ce genre de dommage qui est le handicap dans une famille. C'est-à-dire qu'on surprotège, on étouffe et on empêche toute compétence finalement chez la personne qui est handicapée. Et puis l'autre risque, l'autre piège, c'est à l'inverse une attitude de mise à distance. On se protège soi-même dans l'entourage en évitant d'aborder véritablement le problème, ou alors en le minimisant. On ne reconnaît pas là la souffrance et on laisse en somme la personne se débrouiller. C'est spécialement important ces attitudes familiales que je suis en train d'évoquer lorsqu'il y a des enfants dans la famille. Je n'ai pas le temps de développer ce sujet, mais c'est vraiment extrêmement important. Je ne parle pas d'enfants handicapés, je parle d'enfants qui vivent dans une famille avec une personne qui est porteuse d'un handicap. Il est essentiel de porter la plus grande attention à ces enfants, qui doivent être informés sur la nature des problèmes, qui doivent être reconnus dans leur propre souffrance, qui doivent être reconnus dans leur capacité à venir en aide, qui doivent être reconnus dans leurs propres besoins par leurs deux parents, aussi bien, par exemple, celui qui est bien portant que celui qui ne l'est pas, et qui doivent être soutenus dans leurs tâches éducatives. Alors, bien évidemment, dans la famille, eh bien, si on est attentif à tous ces éléments, on sera capable de mettre en place des suppléances, des complémentarités, de maintenir un environnement sécurisant, stable, cohérent, d'éviter la désorganisation de la famille et de se livrer à une activité de mentalisation, c'est-à-dire une activité dans laquelle on est capable, comme tout à l'heure je l'ai évoqué, de mettre des mots sur les sentiments, de mettre les émotions en pensée et de créer du sens. Mais ça se fait ensemble. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, tout à fait essentiel. C'est le deuxième cercle de la résilience. Mais, bien évidemment, il nous faut arriver à un troisième cercle de la résilience. Je viens d'évoquer le rôle de l'environnement, de l'entourage, comme tuteur possible de la personne qui est porteuse d'un handicap. Tuteur possible, oui, mais en même temps, eux-mêmes susceptibles d'être en souffrance. Par conséquent, de leur côté, les proches, l'environnement, la famille, doivent pouvoir bénéficier d'un appui sur, alors cette fois-ci maintenant, des professionnels, des aides extérieures qui vont les aider à développer entre eux, au sein de la famille et avec leurs proches malades, les ressources nécessaires à l'engagement dans le processus de résilience. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des accompagnants ou des aidants à propos des personnes qui sont porteuses d'un handicap. Il faut savoir que ce sont des aidants souffrants.
Et que par conséquent, chaque fois que des professionnels ont affaire au problème du handicap, ils doivent s'efforcer de penser de façon globale. Ils n'ont jamais affaire à une personne seule. Ils doivent toujours considérer la personne malade ou accidentée ou atteinte par un handicap, l'aidant ensuite, en évaluant précisément à la fois sa souffrance et ses capacités à aider, et puis troisièmement, les interactions entre l'handicapé et l'aidant, ainsi que dans le reste de la famille. Interactions qui peuvent atténuer les difficultés ou qui peuvent, dans certains cas, considérablement les aggraver. Donc, il y a là, évidemment, des attitudes professionnelles qui sont tout à fait essentielles, à mon sens, à considérer, que je n'ai pas le temps, bien sûr, de développer, mais qui nécessitent notamment un travail de réseau. Le travail de réseau, on en parle beaucoup, on ne le fait pas beaucoup. Je tiens à distinguer ce qu'on appelle le travail en réseau et le travail de réseau. Le travail en réseau, ça consiste à avoir un carnet d'adresses et à savoir à qui adresser telle ou telle personne par rapport à des problèmes qui dépassent nos propres compétences. C'est intéressant, bien sûr, mais ça n'est pas suffisant. Ce qui est important dans bon nombre de problèmes qui concernent le handicap, c'est le travail de réseau, c'est-à-dire la capacité de se mettre à réfléchir ensemble entre professionnels de disciplines différentes pour que de cette réflexion commune émergent des innovations, des ressources que seul le professionnel, dans sa pratique singulière, n'avait peut-être pas imaginé, envisagé. C'est une façon, à ce moment-là, de relire les problèmes, de se les représenter d'une autre façon, et ensemble d'œuvrer à la recherche d'autres solutions. Et concernant le handicap, ça me semble spécialement important parce qu'il n'y a pas deux handicaps pareils. Il y a la singularité de la personne qui fait que la manière de vivre les choses, de les aborder, n'est pas la même. Et je conclurai par quelques mots concernant maintenant un dernier cercle de la résilience. C'est celui qui concerne, on va dire, l'ensemble de la société. Et on revient à ce moment-là au point de départ, aux attitudes qui peuvent se développer dans l'ensemble de la société. Et donc je reviens au problème de l'inclusion. J'aurais envie de dire que du point de vue de l'état d'esprit que nous avons à développer, chacun à notre niveau, me semble-t-il, c'est la reconnaissance. La notion de reconnaissance qui a été bien étudiée par certains philosophes, notamment en France par Paul Ricoeur, et puis aussi par un philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth. La reconnaissance qui se décline pour tout un chacun dans trois dimensions, parce que nous avons tous besoin d'être reconnus dans notre identité, dans ce que nous sommes. La première dimension, c'est celle qui nous donne la confiance en soi, c'est celle qui nous permet de nous sentir aimés. Aimés, appréciés. La deuxième dimension, c'est celle qui nous confère l'estime de soi, après la confiance en soi, c'est-à-dire le fait que dans notre société, il doit y avoir une place pour tous, c'est-à-dire que chacun a un statut et bénéficie d'une place qui lui donne, on va dire, une identité de citoyen à part entière. Et puis la troisième dimension de la reconnaissance, eh bien, c'est celle qui concerne le respect de soi. Confiance en soi, estime de soi, respect de soi. Le respect de soi
c'est ce qui vient du respect des droits, tout simplement. Et que, de ce point de vue-là, nous sommes tous égaux en droit. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel Delage d'avoir en tout cas mis les mots concrets qu'il faut sur ce concept de résilience pour nous faire toucher du doigt tout ce qui est au cœur de cette question. Je retiendrai, et merci d'avoir, au sens noble du terme, vulgarisé en quelques minutes, c'était un exercice difficile, ce concept pour tout le monde. Sans être réducteur, je retiendrai ce que vous avez développé, l'idée que si tout part de l'individu citoyen, il y a nécessité de l'accompagnement collectif de la société, je dirais, qui nous importe aujourd'hui. Cette introduction était bien sûr évidemment, avait toute sa place au sein de nos débats. Nous avons un peu de retard lié au début. Alors, rapidement, mais on pourra revenir sur ça tout au long de la journée. S'il y a malgré tout réaction, monsieur, le 143 pour la régie. Vous appuyez sur le bouton rouge, sinon. Ou alors, il y a, oui. Je vais appuyer sur le bouton. Ou il y a le HF, si vous préférez. Ça marche. Merci. Merci. Je souhaitais poser une question au professeur, si possible. Vous êtes intervenu, vous avez parlé donc du travail en réseau et du travail de réseau. Vous avez donc appuyé le travail de réseau en indiquant que c'était important que les professionnels puissent se rassembler, se réunir, réfléchir à des solutions ensemble. Ne pensez-vous pas qu'à cette réflexion, il serait important d'associer et les personnes concernées ou les familles? Avant que M. Delage réponde, ça a valeur pour la suite de nos travaux. Chacun se présente, monsieur. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Armand Bénichou, président de l'association Anditois Provence. Oui, alors votre question est tout à fait intéressante parce qu'elle me permet de préciser effectivement quelque chose que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que dans mon esprit, le travail de réseau ne se fait pas en dehors, effectivement, des principaux concernés. C'est-à-dire qu'à mon sens, ils doivent être associés, en effet, eux et leur entourage, aux réflexions qui les concernent et à d'éventuelles décisions qui peuvent être prises. Tout à fait. Merci. Rapidement aussi, vous appuyez sur si vous avez le bouton rouge, voilà. Bonjour, Hélène de Bernardi, présidente d'Intervalle, qui est une toute petite association, et maman d'enfants autistes. Je voulais juste préciser quelque chose que vous n'avez pas dit, mais je pense que vous le pensez aussi, à propos de la résilience dans la situation au sein de la famille. Mettre l'accent sur la position très difficile de la fratrie, parce que vous avez évoqué l'enfant handicapé et le parent, ou le parent handicapé et l'enfant, mais le frère ou la sœur d'enfant handicapé, c'est une position qui est souvent intenable. Voilà. Merci. Oui, tout à fait, vous avez raison, j'étais obligé d'aller assez vite, mais c'était sous-entendu quand j'évoquais les enfants. En effet, beaucoup... Si vous voulez, d'une façon générale, je dirais, quand quelqu'un est porteur d'une maladie importante, invalidante ou d'un handicap grave, etc., on a forcément tendance à centrer l'organisation familiale risque d'être centrée par ça. Et bah oui, mais il y a les autres, effectivement, et il y a la vie de chacun. Et notamment en ce qui concerne les enfants, effectivement, dans la fratrie, un frère, une sœur peuvent énormément souffrir, d'une part d'avoir un frère ou une sœur handicapé, d'autre part d'avoir des parents qui ne font pas attention à eux. Alors, qui ne font pas attention à eux ou qui encouragent des attitudes qui sont
pour moi préoccupante. Je pense à une famille, par exemple, où les parents étaient très enthousiasmés, on va dire, par le fait que un petit garçon portait une assistance à son frère tellement remarquable que il s'interdisait d'aller à la piscine et d'aller voir ses propres petits copains pour s'occuper de son frère. Personnellement, je ne trouvais pas ça très admirable. Je pense que ses parents avaient besoin, au contraire, d'encourager ce frère abusivement parentifié, on va dire, à vivre sa vie. Oui, d'où l'intérêt d'intégrer la fratrie au réseau aidant. Absolument. Voilà, c'est Absolument. fondamental pour tout le monde. Absolument. Voilà. Et surtout aussi, oui, enfin, dans l'autisme, dans le risque génétique, le questionnement de l'enfant, à savoir pour la suite pour lui et sa reproduction. Tout à fait. Il peut avoir des inquiétudes personnelles considérables et qu'il peut cacher. Il faut savoir déceler des indices qui permettent de pouvoir parler avec lui de ses inquiétudes et de la réalité des choses. Absolument. Merci pour ces précisions. Je vous le dis, nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, de pouvoir revenir sur ces enjeux-là tout à l'heure. Nous avons un timing assez serré pour faire le tour de l'ensemble des questions qui nous animent aujourd'hui. Si vous le voulez bien, nous passons concrètement au thème majeur de la santé, majeur pour tous les citoyens et peut-être encore plus pour les personnes porteuses de handicap. La santé, une logique d'accompagnement en évolution. Pour cette thématique, j'appelle comme animateur de la table ronde Gabriel Culling de l'Agence régionale de santé PACA, qui à la direction de l'offre de soins est responsable du département de l'offre de premier recours. Pour cette thématique globale, différents intervenants, je les appelle aussi à la tribune Laurent Simon, je préciserai ensuite ce qu'il est, Verena Sabatino, les docteurs Marie Jarosson et Daniel Verhulst, ainsi que le docteur Pierre Poinceau. Merci. Je profite de ce temps d'installation, non pas pour faire quelques pas de danse, mais pour apporter quelques précisions. Ladislas Polski, qui devait intervenir sur la question des maisons de santé, notamment les maisons régionales de santé, a dû nous quitter. Donc, il ne sera pas là pour cette question-là. En revanche, Gabriel Culling, pour l'ARS, à la fin de la thématique de la santé, apportera quelques précisions et commentera un petit diaporama sur cette question des maisons de santé. Gabriel Culling, donc, à vous le rôle d'introduire en quelque sorte les enjeux, les constats et les perspectives sur cette question de la santé. Merci. Bonjour, je vous remercie. Donc voilà, je vous prie à nouveau d'excuser l'absence de M. Norbert Nabé, qui aurait dû être en introduction. Bon, on ne présente plus l'Agence régionale de la santé. Juste 3 phrases. Bon, l'ARS est évidemment décideur, souvent co-décideur en matière d'équipements et services pour personnes en situation de handicap. L'ARS est un acteur de la démocratie sanitaire puisqu'elle organise de la démocratie participative, puisqu'elle organise la démocratie sanitaire. Et aussi pour dire que l'ARS est très attachée au concept de santé globale. Et ça, je voudrais vraiment insister sur le fait que pour nous, la santé, ce n'est pas seulement l'accès aux soins. Ce dernier est bien sûr indispensable dans ses 3 composantes, d'accès géographique, physique, avec notamment l'obligation d'accessibilité des locaux de professionnels de santé
aux personnes en situation de handicap qui s'imposera au 1er janvier 2015 et pour laquelle nous faisons de l'information et d'accessibilité financière. Mais ce n'est pas suffisant. C'est l'ensemble des politiques publiques qui doivent contribuer à la santé dans la logique de la Charte d'Ottawa, promouvoir la santé en créant des milieux favorables, en renforçant l'action communautaire, etc. Alors, la santé, c'est quoi un petit peu? Je vais essayer de dresser un peu le tableau des constats des enjeux pour la région PACA. Donc, il y aura, je vais parler à peu près 20 minutes en 3 parties. Les constats, les enjeux qui en résultent, et puis déjà un petit peu amorcer les réponses, qu'on va ensuite voir d'autres réponses avec les intervenants de la table ronde. Alors, les constats et les enjeux, c'est un peu artificiel parce que les enjeux, ça se constate. Mais j'ai quand même essayé de séparer les deux. Alors, les facteurs... Est-ce qu'on voit ma diapo là? Non, voilà. Les facteurs d'évolution à l'œuvre sont bien connus. En voici quelques-uns parmi les principaux. Les évolutions de la population. La population de la région augmente, mais de façon inégale. Le vieillissement, la population vieillit, elle s'urbanise. Les évolutions du système de santé, avec des technologies plus efficaces et plus complexes. La démographie des professionnels qui vieillissent et on enregistre déjà un déclin démographique des professionnels de santé. Des médicaments et des soins globalement plus coûteux, alors même que sur le plan économique, eh bien, c'est la crise, avec la baisse du pouvoir d'achat, le chômage croissant, le déséquilibre financier de l'assurance maladie, c'est pas original, mais il est toujours là, et aussi, malheureusement, l'accroissement des inégalités sociales. Des évolutions sociologiques aussi, qui concernent, vous savez, les rythmes de travail. Les professionnels de santé, aujourd'hui, sont plus prêts à travailler 60 heures par semaine. Une société davantage tournée vers les loisirs. Une évolution heureuse des concepts de santé, puisque de plus en plus, beaucoup de nos concitoyens sont bien convaincus que la santé, ce n'est pas que le soin. On a de plus en plus d'attitudes préventives qui se manifestent et de compréhension envers la prévention et l'éducation pour la santé. Et aussi, malheureusement, c'est un phénomène de société, de plus en plus de personnes en difficulté d'inclusion qui sont, d'une certaine façon, porteuses d'une situation de handicap, même si ce n'est pas un handicap physique ou intellectuel. Mais bon, tout ça a déjà été largement introduit ce matin. Alors, les constats, les facteurs, on les connaît, mais il faut s'efforcer un petit peu de les quantifier, de les qualifier pour voir leur importance réelle. Alors, quelques données sur la démographie. En 2009, la population de la région représentait à peu près 4 900 000 habitants, soit près de 400 000, presque 400 000 de plus qu'en 1999. Vous voyez que ce n'est pas négligeable. Et sur ces 10 dernières années, on a connu une évolution moyenne de 0,8% par an, ce qui est important. Et c'est-à-dire que PACA, c'est une des régions françaises et européennes les plus dynamiques sur le plan géographique. PACA représente aujourd'hui 7,8% de la France métropolitaine en population, pour 5,8% de sa superficie. Donc nous sommes une région peuplée. Cette croissance de population va se poursuivre, mais elle va se ralentir, pour se poursuivre à peu près à un rythme 2 fois moindre d'environ 0,4% par an. Ce qui fait qu'en 2040, nous atteindrons entre 5,4 et 5,7 millions d'habitants dans notre région. Comme vous avez pu le voir sur la carte précédente, la croissance de la population est très inégalement répartie, bien entendu, se faisant essentiellement au profit des centres urbains. Alors, en ce qui concerne le vieillissement, nous sommes une région dont la population est déjà plutôt âgée. Vous le voyez sur la carte de France, celle qui est en haut et à gauche. La part des plus de 60 ans est de 25,3% en PACA contre 23% en moyenne dans les autres régions de province. Donc ce n'est pas non plus terriblement plus âgé. Et au sein de la région, cette répartition des personnes âgées, si on regarde l'indice de vieillissement, les plus de 65 ans seraient les moins de 20 ans, c'est également inégalement réparti. C'est beaucoup sur la bande littorale,
un peu dans les départements alpins 04 et 05, et vous voyez que les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse sont des départements sensiblement plus jeunes. Donc on ne peut pas voir ça en termes de politique à développer, ça a forcément des conséquences. Alors j'ai essayé de chiffrer un peu quel sera à l'horizon 2040 l'accroissement des personnes de plus de 75 ans qui ont des besoins spécifiques. Et avec le statisticien INSEE de l'ARS, nous l'avons chiffré à plus de 911 000 personnes. Et donc ça fait un accroissement de 70% des personnes de plus de 75 ans par rapport à ce qu'on a actuellement. Et vous voyez que dans plusieurs départements, notamment les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, leur nombre pourrait doubler. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il nous faut 2 fois plus d'équipements et services médico-sociaux? Bon, sans doute pas. Les évolutions jusqu'à présent ont montré que les personnes vieillissent quand même en meilleure santé et on ne doublera pas sans doute tous les équipements, mais il y a quand même un défi à relever incontestablement. L'urbanisation, en une décennie, 87 communes rurales sont devenues urbaines. Alors globalement, c'est un mouvement qui améliore la proximité des équipements accessibles. Néanmoins, les transports en commun n'ont pas toujours suivi et la densité de professionnels de santé est souvent basse dans ces nouvelles unités urbaines. Alors, toujours au rang des constats, l'indice de désavantage social. L'ARS a conçu un indice de désavantage social en combinant différents indicateurs tels que le revenu médian par ménage, le taux de chômage, la part des non-diplômés, la proportion de logements en location et la part des familles monoparentales. Nous nous sommes assurés d'une bonne corrélation avec d'autres indices existants. Alors, que nous montre la carte que je vous montre? C'est la concentration du désavantage social dans les villes, en particulier le centre historique des grandes villes et les quartiers périphériques, des villes comme Marseille, Toulon, Nice, La Seine, et aussi vous voyez des villes comme Manosque ou Digne où c'est pas forcément aussi intuitif. Je recommande d'ailleurs la lecture de la classe sociale du DROS, qui est paru de nouveau au mois de juin de cette année, et qui nous apprend qu'une personne sur 6 vit au-dessous du seuil de pauvreté dans notre région, et que cette pauvreté touche également des personnes ayant un emploi, puisqu'ils ont dénombré en 2011 193 000 travailleurs pauvres, c'est-à-dire dans le revenu de moins de 982 € par mois et par unité de consommation. Alors, les personnes en situation de handicap, et là je suis allé faire un emprunt au CREAI PACA, parce que c'est toujours très difficile de recenser les personnes en situation de handicap, puisque bien sûr le handicap est situationnel, mais le CREAI s'efforce de le faire chaque année dans une petite publication qui s'appelle Handidonnées, qui est très intéressante. Il y a 9200 places en établissements et services pour enfants en situation de handicap, 11 000 si on inclut les places en CAMSP, mais la même année, il y a 13 600 enfants bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de la EEH. Donc on serait quand même plutôt en déficit d'offres, quelle que soit la façon de compter. Et d'ailleurs, vous savez que la région PACA est quand même réputée pour avoir un déficit d'offres en matière d'établissements et services pour enfants handicapés, si on compare par rapport aux autres régions. Le réseau REHOP, qui malheureusement ne couvre pas du tout notre région, mais qui couvre l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, évalue qu'environ 8,3 enfants sur 1000 sont atteints de déficience sur les générations nées entre 1998 et 2002, soit potentiellement 9 400 enfants atteints de handicap sévère en PACA. En ce qui concerne les personnes adultes en situation de handicap, si on regarde ici par exemple l'AAH, l'allocation d'adultes handicapés, avec 30 allocataires pour 1000 adultes, la région PACA a un taux d'AAH légèrement supérieur à la moyenne métropolitaine.
Mais au-delà des bénéficiaires de la AH, la grande difficulté, c'est d'estimer le nombre de personnes en situation de handicap vivant à domicile, et la grande crainte, celle de les sous-estimer et de ne pas prendre en compte leurs besoins. Alors, je vais un peu vite, mais je suppose que les supports seront à disposition après la réunion. Alors, ici, voilà, j'en viens maintenant à parler un petit peu de l'offre. L'offre de santé, l'offre de soins, bien sûr. Pour l'analyser, l'Agence régionale de santé a découpé le territoire en 133 espaces de santé de proximité que nous considérons comme pertinents pour y analyser et y organiser l'offre de soins de premier recours, parce que comportant à la fois des services médicaux et des services à la population, tels que supermarchés, collèges, aide à domicile. Alors, une fois que nous avons découpé le territoire, nous avons identifié des zones considérées comme fragiles, c'est-à-dire posant déjà des problèmes d'accès aux soins de premier recours, et des zones à risque, c'est-à-dire susceptibles de connaître des difficultés à court terme. Comme vous le voyez, ces zones fragiles et à risque sont particulièrement nombreuses dans les Alpes-Maritimes, dans le Haut-Pays, et à un moindre degré dans le Moyen et au Var, ainsi que dans les deux autres départements alpins. Ça, c'est une classification qui remonte à 2011 et que nous allons actualiser cette année, enfin en 2014. Alors, en ce qui concerne les médecins, l'atlas de la démographie médicale établi par l'Ordre des médecins nous enseigne que la situation en PACA est globalement plutôt favorable pour les médecins généralistes et aussi pour les spécialistes, sauf en matière de spécialistes dans les Alpes de Haute-Provence. Mais on a quand même une diminution attendue, puisque les régions en vert, c'est celle où ça va diminuer, d'après leurs calculs. Pourquoi ? Parce que c'est la moyenne d'âge des médecins qui est élevée, avec une dynamique de remplacement des effectifs qui est escalée, puisqu'il y a pour former un médecin, il faut 10 ans, donc c'est difficile de freiner ou d'accélérer. Et donc nous avons une projection de moins 5% de médecins généralistes à 2018. Mais attention sur le fait que notre région est toujours attractive, c'est l'héliotropisme, et que donc finalement on n'aura peut-être pas forcément 5% de médecins en moins. Mais ce qui se passe, c'est que ça risque quand même de créer des tensions dans les zones qui sont déjà actuellement limites, ces fameuses zones fragiles et à risque. Ce n'est pas dans les grandes villes qu'on va manquer de médecins. Encore que j'entends dire qu'à Digne, par exemple, ça devient de plus en plus difficile de trouver un médecin traitant. Parce que les médecins sont débordés et disent « mais moi je ne prends plus de nouveaux patients de manière régulière ». Voilà, alors également aussi, on a une situation peut-être globalement favorable en nombre de médecins, mais on a des temps d'accès qui sont inégaux. Et si on regarde cette carte de l'IRDES, elle montre clairement que la région PACA est une des régions françaises où se pose le plus le problème de l'accès rapide à un médecin généraliste. Notamment, vous voyez, c'est les départements alpins, surtout les Alpes de Haute-Provence, d'ailleurs. Voilà. Mais si on regarde la carte aussi, la région la plus concernée, c'est la région Corse. Et on y trouve des réponses. Donc des réponses, on peut en trouver. C'est une question d'organisation, essentiellement. Et puis aussi, pour terminer sur les médecins, l'illustration de la répartition suboptimale, c'est une carte de mon collègue Laurent Soz, de l'ARS aussi, qui montre que c'est presque dans les Bouches-du-Rhône, là, il y a presque une répartition inverse entre la densité de spécialistes, ces spécialistes à accès direct, et la densité du désavantage social, en quelque sorte. C'est un petit peu là où les gens sont le plus désavantagés, qui a le moins de spécialistes en exercice. Alors ça peut se comprendre, bien sûr, parce que le désavantage social, c'est aussi un désavantage territorial. Il s'exprime territorialement. Donc ce n'est pas forcément l'endroit où les médecins ont le plus envie de s'installer. Mais ça appelle peut-être des corrections, bien sûr. Autre corps de santé, les infirmières et les infirmiers. Bon, vous voyez que
si on considère, ils ont un zonage qui leur est spécifique. Globalement, là aussi, on est plutôt dans le beaucoup que dans le peu. Et on a beaucoup plus de zones considérées comme surdotées ou bien dotées que de zones sous-dotées, à part l'extrême est de la région, là, du côté de la vallée de la Roya. Mais quand même, il y a des espaces de santé qui présentent des densités faibles, alors même qu'ils sont considérés officiellement comme surdotés. C'est-à-dire ils sont surdotés au regard du fait qu'il y a très peu de population, mais s'il y a 2 infirmières et qu'elles partent à la retraite, on passe brutalement du surdoté à plus rien. Et évidemment, là, ça pose des gros problèmes. Alors, toujours dans l'offre, bien sûr, l'offre médico-sociale. Tout à l'heure, c'était le dénombrement. L'offre médico-sociale. Hop, je suis allé trop vite. L'offre médico-sociale.